À l'instant où je vous parle, la délégation intersyndicale a rencontré Elisabeth Borne et on est sorti évidemment dépité parce que le gouvernement ne souhaite absolument pas bouger. Ils étaient venus pour demander au gouvernement d'entendre la colère de la rue, d'entendre le point de vue de l'écrasante majorité des Français, de respecter aussi le dialogue social. Et ils sont sortis totalement marris puisque le gouvernement ne veut pas bouger d'un iota. Et donc nous nous trouvons à la veille d'une grande journée de mobilisation, la 11e journée de mobilisation, ce qui est absolument inouï. Inouï d'abord qu'on ait dans la durée une telle volonté des Français d'en découdre avec le gouvernement et d'obtenir le retrait de cette contre-réforme qui les ferait travailler 2 ans supplémentaires, mais aussi l'entêtement absolument délirant de la Macronie qui ne veut pas céder à ce qui pourrait permettre d'apaiser le pays et à ce qui serait tout simplement un acte à la fois de justice sur le fond, mais aussi de démocratie minimale, puisque quand on n'a pas l'accord des Français dans les enquêtes d'opinion, quand on a tous les syndicats qui vous disent que ça ne va pas, quand on a un Parlement muselé, puisque nous n'avons pas pu voter la loi, eh bien je ne vois pas quel type de légitimité on peut tirer à imposer ce texte. Hier, une délégation de la NUPES s'est rendue au Conseil constitutionnel. Je crois que les plaidoyers ont été brillants et ont visiblement ébranlé les sages qui ont à trancher avant le 14 avril, c'est la date butoir, pour dire s'ils valident ou non cette loi qui a été à la fois bricolée sur le fond, mais surtout sur la forme, puisque le 47.1 permet de faire entrer ce texte par un biais un peu étrange, qui est le biais d'un budget rectificatif, alors qu'on voit bien que tout cela relève d'une vraie loi, normalement. Ça devrait être une loi en bonne et due forme pour remiser de 2 ans le droit pour accéder à la retraite. Donc on attend cette sentence du Conseil constitutionnel. Ce serait évidemment particulièrement détonnant si le Conseil constitutionnel ne validait pas, mais enfin comme on est dans une époque tout à fait troublée et troublante, tout peut arriver. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on continue à tenir bon. Je sais que ce n'est pas évident pour tous ces salariés qui font grève parfois depuis 1 mois avec de très bas salaires, donc qui n'ont pas de réserve. En même temps, j'observe, comme le titre d'ailleurs aujourd'hui, l'Humanité, que la solidarité est assez époustouflante, c'est-à-dire que les caisses de grève se remplissent et se remplissent et se remplissent pour essayer de tenir dans la durée face à un gouvernement qui, lui, tient dans la durée. Mais ce qui est frappant dans les derniers jours, c'est la volonté de diversion du gouvernement. On a vu la stratégie à l'œuvre voulue par M. Darmanin et l'ensemble du gouvernement qui consiste à brutaliser le mouvement social. Avec des manifestations interdites, des gardes à vue, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je dirais qu'à Sainte-Soline, on a passé un cap et que maintenant, c'est carrément tout un discours sur la violence, tout un discours de décrédibilisation, de stigmatisation et d'outrance à l'égard de ceux qui contestent à gauche le projet du gouvernement qui est à l'œuvre. Donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'à la fois le gouvernement veut parler d'autre chose, que le sujet soit violence, pas violence, et non pas retraite, réforme des retraites ou pas réforme des retraites. Donc c'est un biais assez classique des gouvernements d'essayer de changer les termes de la conversation. Mais il y a un deuxième volet dont il faut impérativement se méfier parce qu'il est gravissime et qu'il représente d'une certaine manière un tournant. C'est que toute la petite musique qu'on entend depuis des années, qui a été bien distillée par Manuel Valls, qui consistait à l'époque, vous savez, à traiter tous ceux à gauche qui contestaient la politique de François Hollande, de les ranger dans le camp des infréquentables avec ce terme d'islamo-gauchiste qui faisait penser, ce qu'on a entendu dans les années 20-30 avec les hitléro-trotskistes ou les judéo-bolcheviques, c'est un peu ce même type de rhétorique, littéralement vide, mais qui vise à faire peur, qui vise à discréditer, à créer une forme de cordon sanitaire à l'égard de ceux qui contestaient à l'époque la politique de François Hollande et donc de Manuel Valls, eh bien, ce fil-là a été progressivement tiré et là, on arrive d'une certaine manière à son aboutissement le plus éclatant, l'interview de Gérald Darmanin dans le JDD,
qui parle de terrorisme intellectuel, les mots quand même ont un sens, surtout dans une période où le terrorisme s'incarne avec le djihadisme. Donc vous voyez, les mots ont des résonances qui sont quand même assez fortes. Et surtout, ça s'accompagne de toute une logique autour de l'écoterrorisme et d'une volonté, là aussi, de changer en fait l'endroit où se situe le barrage républicain. Parce qu'en fait, c'est autour de la République, c'est-à-dire de ce qui serait le bien commun, l'endroit où on peut converser, des gens qui sont fréquentables, d'une part, et de l'autre côté, ceux qui seraient infréquentables, qui seraient écartés d'une certaine manière du dialogue politique, de la conflictualité politique classique. Donc ça, c'est particulièrement grave parce que quand je dis que le cordon sanitaire et le barrage est déplacé, c'est que pendant très longtemps, le Front républicain, il visait l'extrême droite. Il s'accompagnait d'ailleurs d'une forme de diabolisation de l'extrême droite. Or, le mouvement auquel on assiste, c'est non seulement la normalisation de Marine Le Pen, la dédiabolisation du Rassemblement national par rapport à ce qu'était le FN, et en même temps, et c'est là où c'est quand même terrifiant, et c'est agité par ceux qui étaient censés constituer le barrage à l'extrême droite, et qui fait d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a été élu, puisqu'il a été élu avec une majorité de voix qui voulait tout simplement ne pas voir l'extrême droite au pouvoir, eh bien il déplace ce cordon et il le met du côté de la gauche qui prend la forme aujourd'hui de la NUPES, et cette NUPES devient, c'est haro sur la NUPES, haro sur les insoumis qui seraient violents, infréquentables, terroristes intellectuels, éco-terroristes et j'en passe. Donc c'est une stratégie, une opération politique claire, nette, précise, qui vise à faire peur et qui vise à disqualifier en fait l'opposition qui évidemment est comme un poisson dans l'eau aujourd'hui dans la mobilisation sociale et qui pourrait entrer en écho favorablement au regard de ce qui préoccupe les Français, la question de la retraite, de l'inflation, des salaires qui sont des salaires en berne. Toutes les propositions que nous avons de ce côté-là, de progrès, aussi ce que nous portons sur les libertés publiques et la démocratie, on voit bien que dans l'époque, ça pourrait évidemment prendre et on pourrait avancer vers une majorité alternative à celle de la Macronie dont on n'en peut plus. Bon, ça, le gouvernement l'a bien identifié et donc met en place une stratégie qu'il faut regarder pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas banaliser. On ne peut pas dire il raconte n'importe quoi, il est outrancier, c'est pas très grave. Non, c'est un fait politique qu'il faut analyser, comprendre pour avoir nous-mêmes une stratégie qui permette d'éviter cet encerclement. C'est une forme d'encerclement. Et dans ce contexte-là, je pense qu'à la fois, il faut réfléchir à la meilleure manière d'y répondre, ne certainement pas se laisser faire, et surtout, je le crois, essayer de consolider ce qui peut représenter justement ce chemin émancipateur pour ouvrir l'espoir, parce que là, on est entre un gouvernement qui continue ses politiques néolibérales et autoritaires, qui certes s'affaiblit, mais continue d'avoir malgré tout un petit socle, voilà, un petit socle, même si ça s'effrite et ça s'effondre, il y a encore un petit socle, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'extrême droite ou il y a nous. Or, évidemment, dans un contexte où on a l'impression que l'extrême droite, avec ses jolies cravates, pourrait faire l'affaire et en tout cas est, encouragée par la Macronie qui non seulement lui a donné 2 postes de vice-présidence en finalement l'installant à l'Assemblée nationale comme légitime dans le cadre de nos institutions, ce qui est quand même très très grave. Puis on se souvient de Darmanin disant de Marine Le Pen qu'elle était trop molle sur les enjeux, je crois, de sécurité. Bon, il y a une petite musique comme ça où on voit que tranquillement l'extrême droite se glisse dans le paysage comme si c'était parfaitement normal, avec en ligne de mire sur le fond idéologique progressivement une alliance de fond, et qui aurait un nouvel ennemi, et cet ennemi, ce serait la NUPES. Donc, dans ce contexte-là, il me semble que la NUPES, qui rassemble la gauche dans les coordonnées qui sont celles de l'époque, à savoir sur un projet qui est un projet de contestation des normes libérales, de changement en profondeur, à la fois sociale et écologique, dans une exigence démocratique très forte, notamment pour sortir de la monarchie présidentielle. Bref, tout ce projet-là qui rassemble des sensibilités différentes de la NUPES, eh bien, c'est
évidemment ce que nous devons consolider, chérir dans la séquence. Or, on voit qu'elle est tiraillée, travaillée par des contradictions, et l'élection dans l'Ariège a donné à voir, je dois dire, le pire de ce qu'on est capable de faire dans la séquence, c'est-à-dire qu'une dissidente socialiste vient carrément contester une députée insoumise sortante et faire arbitrer un duel qu'on aurait pu penser à gauche, un duel entre, en tout cas, une socialiste et la NUPES par les voix de la droite. Donc, Madame Froger, elle est élue grâce au report des voix de la Macronie et probablement aussi, si on regarde les résultats, des reports de l'extrême droite contre la NUPES et notre candidate Bénédicte Taurine, que je salue ici parce que franchement, c'est rude. C'était ma collègue aussi sous le précédent mandat et je suis particulièrement en colère et triste qu'elle ne soit plus des nôtres en ce moment, et notamment parce que ça s'est fait dans une configuration qui est absolument inacceptable, parce que si on commence comme ça avec des dissidences, eh bien on est en train de faire s'effondrer la seule alternative crédible à la Macronie et à l'extrême droite, puisque dans le cadre de la tripolarisation, on a besoin de ce cadre unitaire et on a besoin aussi de ce projet qui tire les leçons de la gauche au pouvoir, je parle en particulier de la Hollandie, et qui soit capable de renouer avec le monde populaire par ce discours qui est un discours que d'aucuns diraient radical sur le fond, c'est-à-dire qui prend les problèmes à la racine, mais qui a tiré aussi tous les enseignements des échecs des politiques social-démocrates partout en Europe, qui ont fini par se mouler dans le néolibéralisme. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a une fragilisation, aussi par des discours qu'on entend comme celui de Fabien Roussel, qui invite à dépasser la NUPES, l'offensive Cazeneuve, qui elle aussi, il faut être regardée pour ce qu'elle est, et la prendre tout à fait au sérieux, parce que c'est une manière de remettre sur pied un projet que malheureusement nous avons vu à l'œuvre partout, là, pour le coup partout en Europe, et qui essaie peut-être de se refaire la cerise dans la séquence, en espérant tirer les marrons du feu d'une Macronie qui va mal, et aussi qui espère l'éclatement de la NUPES et de pouvoir titiller. Mais je ne vois absolument pas quelle est l'issue de ce côté-là. D'abord pour des raisons de politique de fond, de stratégie de fond, puisque on ne tire pas les conséquences des méfaits du libéralisme économique et du productivisme. Et deuxièmement, parce que je ne vois pas comment une gauche pourrait revenir au pouvoir si elle est en radicale opposition et qu'elle crée même l'essentiel de son discours autour de la critique de la France insoumise, voire même du rejet violent de la France insoumise, qui est la force motrice de la NUPES, et qui a fait 22% à la présidentielle. Donc il y a quelque chose qui ne tourne évidemment pas du tout rond. Et c'est un indicateur supplémentaire sur le fait que la NUPES doit être l'outil qui se renforce et non pas qui essaie toujours de s'interroger sur ce qu'elle est, sur son avenir, mais qui prend au sérieux le moment dans lequel on est et sa responsabilité politique. Alors, on a parlé d'acte 2, certains ont fait des propositions concrètes pour essayer d'avancer, mais c'est sûr qu'on a besoin d'aller plus loin. Moi, je parle de ma fenêtre, c'est-à-dire celle aussi de l'intergroupe parlementaire auquel je participe tous les mardis matins et qui a fait son séminaire hier. Et je constate en tout cas que l'ambiance hier, où il y avait beaucoup de députés de toutes les sensibilités, des insoumis, des socialistes, des écolos, des communistes, hier qui étaient donc rassemblés dans ce séminaire qui a duré plus de 2h30, voilà. Et je constate que le discours des uns et des autres, enfin les prises de parole des uns et des autres étaient à la fois francs. On n'a pas caché ce qui posait problème, notamment on a parlé de l'Ariège, mais après d'autres épisodes plus récents dans lesquels il y a pu y avoir des désaccords de tactique, beaucoup, parfois de fond, mais aussi beaucoup de tactique ou de profil. Bien, on peut les poser et en même temps se dire qu'on a besoin d'avancer ensemble. Donc maintenant, il y a une question un peu de méthode sur comment aller plus avant. Moi, j'ai l'impression qu'il faut faire, qu'il faut donner à voir cette NUPES, qu'il faut la faire travailler ensemble, qu'il faut lui faire prendre des initiatives communes, qu'il faut que l'interorganisation soit consolidée, qu'à l'Assemblée nationale où on travaille bien, on arrive à être toujours plus inclusif pour proposer plus de choses et que progressivement, on arrive à être de ce fait perçu comme une alternative qui est capable de gouverner, c'est-à-dire suffisamment d'accord sur l'essentiel pour qu'on se dise « Ah oui, ils sont crédibles ensemble et ils peuvent prendre les rênes du pouvoir et ils ont un chemin » qui est clairement identifié. Et deuxièmement, d'être capable aussi de lui donner de la chair localement. C'est-à-dire qu'une NUPES qui ne serait qu'un accord électoral ou qui ne serait que des réunions au sommet ne peut pas, à mon avis, s'ancrer dans la durée.
Or, avec les meetings NUPES sur les retraites, on a vu qu'il y avait un appétit militant, sympathisant pour la NUPES. On sait aussi que dans les jeunes générations, il y a des gens qui se définissent comme NUPES, qui ne sont ni insoumis, ni socialistes, ni je sais pas quoi, qui se disent, bah voilà, moi je suis pour la NUPES. Et donc ça commence à devenir une réalité. Et je veux insister sur un point, parce que je trouve que c'est peu dire. Les commentateurs parlent beaucoup de la division au sein de la NUPES, de ces tiraillements. Mais en fait, il faut se rendre compte de la séquence qui est beaucoup plus longue, puisqu'on s'est déchiré au moment du traité constitutionnel européen en 2005, avec une fracture entre deux gauches qui était quand même immense. Ensuite, on a eu toute la séquence avec Manuel Valls des deux gauches irréconciliables, avec les expériences comme celle de François Hollande au pouvoir. Donc, ce sont des fractures qui sont des fractures profondes. Or, qui eût cru qu'en 13 jours, 13 nuits, après la dernière présidentielle, on était capable de s'entendre? C'est énorme. Et de s'entendre sur des centaines de propositions communes. C'est considérable. Mais évidemment, en 13 jours, 13 nuits, on ne crée pas encore la pratique commune, ni militante, ni à l'échelle des états-majors, qui permet voilà, d'être parfaitement crédible, parfaitement opérationnel. Donc moi, je ne suis pas très étonnée que ça prenne un peu plus de temps, mais j'ai le sentiment qu'une sorte de parenthèse se referme sur ce qui pouvait sembler irréconciliable à gauche, et qu'on a là une martingale pour gagner, c'est-à-dire une gauche unie sur un projet de transformation en profondeur à la fois sociale et écologique. C'est ça le mécano qui peut nous permettre de gagner dans la société. Donc c'est pourquoi je crois la NUPES extrêmement précieuse, elle doit être chérie, et j'invite en effet à ce que l'on puisse continuer à l'approfondir et à trouver le moyen d'inclure les militants dans ce que nous faisons et de trouver ce qui permet au quotidien un pilotage qui garantisse le pluralisme et qui en même temps soit capable de donner à voir une cohérence d'ensemble. C'est toujours une tension entre pluralisme et cohérence, mais je crois cette tension indispensable. Il faut tenir ces deux bouts-là, de la même manière qu'il faut un pilotage national et des réalités locales. C'est une tension entre les deux que nous devons imaginer, une architecture nouvelle. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, des collectifs locaux, c'est tout à fait ce qu'il faut faire pour donner cette réalité militante à la NUPES. Donc on a du pain sur la planche, mais je ne partage pas cette espèce d'ambiance générale qui consiste à dire que la NUPES serait en train de totalement s'étioler, de ne pas avoir de réalité. Ce que je constate à l'Assemblée nationale ou dans les meetings que j'ai pu faire, c'est qu'au contraire, il y a vraiment des murs qui ont été renversés et une culture commune qui est en train de s'installer, mais ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. C'est fragile. Donc il faut le chérir, mais je pense que c'est tout à fait possible d'avancer avec ce qu'on a déjà construit. En tout cas, ne détruisons pas ce qu'on a construit, parce que sinon nous ferions le miel à la fois de la Macronie, mais aussi de l'extrême droite. Si on prend au sérieux la menace de l'extrême droite, on n'a pas le choix, on est obligé de réussir la NUPES.